Que ce soit pour gagner la bataille de l'attention, entretenir la discussion, nourrir la marque, l'intérêt d'une stratégie de contenu n'est plus à démontrer. Mais comment aller plus loin encore avec le contenu ? Comment enrichir sa proposition de valeur grâce au contenu ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, et pour y répondre, je suis avec Sébastien. Salut Sébastien. Salut. Sébastien, tu es content strategist à l'agence, tu réfléchis à l'ensemble des stratégies de contenu pour nos clients. Et donc ma première question justement, c'est quel peut être le point de départ pour vraiment aller vers le fait que le contenu puisse être une proposition de valeur. L'idée de base, ça va être qu'aujourd'hui, on fait venir le consommateur par le contenu. On est dans une logique de contenu outil de communication. Demain, c'est déjà le cas pour un certain nombre d'annonceurs, l'idée c'est de faire venir ce consommateur pour notre contenu, c'est-à-dire que ce contenu va être une composante à part entière de l'offre, et la façon la plus classique, la plus évidente de le faire, c'est de faire de ce contenu qui va être surtout de l'information, du conseil, de l'information, d'en faire un service à part entière. Le contenu devient un service à part entière. On peut même espérer que certaines marques deviennent presque des médias ou se rapprochent de plus en plus d'une démarche éditoriale et d'une démarche média. Alors c'est cette logique de média de marque, c'est vieux, hein, ça existe déjà. Tout ce qu'on connaît autour des consumer magazines, c'est déjà cette logique de contenu média de marque. Alors on peut citer le magazine de John Deere, les fabricants de tracteurs et de motoculteurs américains. Ça a 150 ans, le Furrows, et l'adaptation en français, le Sillon, existe encore tout autour de la vie agricole. Donc ça, c'est cette logique-là. Plus près de nous, on a des magazines comme le Metropolitan, qui est un magazine d'Eurostar sur tout ce qui est autour de la culture urbaine. Et puis ça rentre plus dans le quotidien de beaucoup d'entre nous. Il y a le magazine Dossier familial, par exemple, qui est sur la gestion du quotidien, fait par le Crédit Agricole, d'ailleurs fait par une filiale du Crédit Agricole qui est dédiée à la création de magazines de ce type. Donc là-dessus, on a déjà cette logique qui est assez forte. Et aujourd'hui, on glisse vers des plateformes de contenu qui vont mêler de l'éditorial, des tutos, de la vidéo. Il y a le hub de la Poste qui est consacré à l'expérience client, qui est une référence en la matière. On peut citer des plateformes comme Détour de Seat autour de tout ce qui est mobilité d'aujourd'hui, mobilité de demain. D'accord, mais alors ces marques, tu l'as dit, doivent développer ou doivent avoir des équipes à minima, ou doivent avoir d'autres entités. Enfin, dans tous les cas, aller jusqu'à une logique média aussi poussée, ça demande quand même pas mal d'investissement. Ouais, alors là on est sur de la grosse ambition. On peut très bien faire cette logique d'apporter de l'information sans passer par là. On peut avoir une plateforme de contenu sans forcément en faire un média, un super blog, une newsletter bien faite. Ça fait aussi le travail. Là, cette logique de média de marque, on va dire c'est le cran d'après. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il va falloir avoir consacré des moyens, une stratégie, une ligne éditoriale à ce support. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette démarche ? Voilà, peu importe finalement l'investissement qu'on peut mettre. Qu'est-ce qui motive les entreprises que tu as citées à s'engager dans cette démarche ? Alors, au-delà de la notion d'image, hein, déjà de base, d'audience qualifiée qu'on va générer aussi à travers ces supports, on a ça va nourrir la proposition de valeur de la marque à plusieurs niveaux, hein, de plusieurs façons, de la plus corporate à la plus commerciale. Si on prend le niveau le plus corporate, l'idée ça va se situer au niveau de la raison d'être, de la mission de la marque. Ce contenu va rendre tangible et aider à la marque, en plus de ses produits, de ses services traditionnels, ça va aider la marque à remplir les missions qu'elle s'est fixées. On peut prendre comme exemple, alors d'un point de vue assez pragmatique, il y a la plateforme de 18h39 de Castorama, qui donne plein de conseils, d'inspiration aux clients pour améliorer leur habitat. Donc au-delà de cette logique assez évidente de faire un pont entre du contenu et les magasins, là-dessus c'est assez évident. Il y a quand même une dimension raison d'être, puisque alors je l'ai noté, la raison d'être de Castorama, c'est nous voulons que tout le monde ait une maison dont il puisse être fier. Donc on voit bien que cette plateforme de contenu va dans ce sens-là et nourrit cet ADN de marque en fait.
Ouais, on rend vraiment tangible une promesse, une raison d'être, une mission. Ça dépend en effet des statuts. Et on vient l'ancrer, on vient ici la renforcer. Est-ce que tu as d'autres exemples, peut-être qui est plus proche de nous? Plus proche de nous, parmi nos clients, il y a Harmonie Mutuelle, qui est un bel exemple d'alignement du contenu et des engagements. Notamment avec la plateforme qui a été créée en 2020, qui a été active de 2020 à 2021 autour de la problématique de l'accompagnement des dirigeants, enfin des chefs d'entreprise face à la crise sanitaire. À l'époque, les gens, il y avait l'environnement juridique, l'environnement sanitaire, l'environnement économique changeait tout le temps, donc les dirigeants étaient perdus. Et donc Harmonie, sans forcément se mettre dans une logique de mise en avant de ses propres services de ses produits, on a créé avec eux une plateforme de contenu, de conseils, d'orientation, d'inspiration aussi, pour permettre à ces dirigeants c'est comme une sorte de kit de survie face à la crise sanitaire. Donc là, on est vraiment dans cette logique de raison d'être parce que, alors, elle est très longue, la raison d'être d'Harmonie, c'est mobiliser les forces du collectif pour agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes autant que de la société. Donc là-dedans, on peut mettre plein de choses, mais clairement, on était vraiment sur aider les entrepreneurs pour que derrière il y a aussi des meilleures répercussions sur la santé des collaborateurs. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui se situe au niveau de la raison d'être de la mission de l'entreprise. Et donc ici, le contenu vient rendre tangible. C'est l'un des premiers avantages et peut-être l'une des premières manières d'ailleurs de renforcer sa proposition de contenu, de valeur par le contenu. Quels peuvent être les autres avantages? Alors, il y a un autre avantage qui est plus une autre façon d'utiliser ce contenu dans la proposition de valeur, c'est un niveau un peu plus tactique. Ça va être celui de préempter une thématique ou de préempter un secteur sur lequel on n'est pas forcément encore présent. Il y a une logique un peu exploratoire, ou en tout cas où occuper l'espace sur un marché, sans forcément encore avoir toutes les réponses en termes de produits et de services, mais en y développant une expertise. Donc on va se poser sur ce territoire et ça va permettre aussi d'apprendre, d'avoir assez rapidement dans cette logique d'interaction qui est toujours intéressante par rapport au contenu, d'avoir des réactions des consommateurs, de pouvoir affiner ce territoire pour derrière développer les produits et les services qui vont avec. C'est ce qu'a fait Harmonie à 3-4 ans. Harmonie, ils avaient une logique très Harmonie Mutuelle, c'était très assurantiel, c'est-à-dire des complémentaires santé, des contrats collectifs, de la prévoyance, donc du produit, un petit peu de service. Et ils ont voulu changer de posture pour se mettre dans une logique plus d'accompagnement. Et donc là, en parallèle de développer des services et des produits autour de l'ingénierie sociale, ils ont développé un certain nombre de contenus, des livres blancs sur l'absentéisme, sur la prévention santé en entreprise, qui ont permis à la fois de se positionner auprès de leurs clients, de commencer à se positionner sur ces problématiques un peu plus larges que l'assurance, aussi d'envoyer un message à leur réseau, à leur réseau de collaborateurs, pour dire voilà, aujourd'hui c'est vers ça qu'on va, et de monter aussi en connaissance autour de ça, et puis d'avoir des retours des clients autour de la perception de est-ce que c'était aussi le bon choix, est-ce que il y avait une appétence réelle des clients sur cet univers-là. Donc là, on est sur cette logique d'occuper le terrain de périmètre qui est intéressante. C'est ça, on élargit vraiment le périmètre, donc l'idée étant ici d'aborder les mêmes cibles, mais de changer de posture, ouais. Et donc j'imagine à terme aussi d'arriver potentiellement avec une autre offre. Est-ce qu'à travers le contenu, au-delà d'amener quelque chose de nouveau auprès du client, on peut espérer vraiment aller chercher de nouvelles audiences, de nouvelles cibles, à travers le contenu, vraiment se positionner sur presque un autre marché, on pourrait. Oui, alors ça c'est aussi des logiques d'inbound marketing qui fait que le contenu naturellement est une façon d'aller capter l'attention des gens. Si on reste sur la notion de proposition de valeur, il y a quelque chose qui est intéressant avec le contenu, surtout dans un univers service où c'est pas facile de donner à goûter ce service sans que les gens aient souscrit à ce service. On peut quand même, à travers le contenu, donner une première expérience, enfin un premier contact avec l'expertise, le savoir-faire d'une marque et aussi son état d'esprit, parce que le contenu, c'est à la fois de l'information et une tonalité qui va donner l'état d'esprit. Alors là, par exemple, et ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça peut presque être un échantillon gratuit de service, le contenu, une sorte de freemium avant de passer à l'étape j'achète. Comme exemple, on peut citer que c'est un annonceur avec qui on travaille, c'est les menus services.
qui est une plateforme qui propose du portage de repas à domicile ou des services pour les personnes âgées, avec l'ambition de les aider à rester à domicile le plus longtemps possible. Donc voilà, là il y a clairement il y a une prestation de service précise, mais ils ont aussi travaillé sur de la création de podcasts qui s'appellent les cartes en main, je crois, qui donnent des conseils aux aidants. Et qui qui sont dans cette logique de comment j'aide mes parents à rester à domicile. On a un premier niveau de conseils gratuits avec cette bienveillance, cette empathie qui est assez caractéristique de la marque. Donc là, on a une sorte de premier avant-goût de ce que on pourra avoir après derrière si on souscrit leur service. D'accord, on retrouve cette démarche de test. Tu l'as évoqué, ça marche peut-être bien sur du service et sur du produit. Alors quelle serait l'approche pour avoir une logique d'échantillon comme ça ? Alors c'est pas forcément. Alors là, on n'est pas forcément sur une logique d'échantillon sur le produit, mais il y a tout un pan aujourd'hui du contenu. C'est assez émergent depuis 3-4 ans. Alors même si c'est pas des choses nouvelles, mais ça se rationalise. C'est ce qu'on appelle le produit de content. Le produit de content, c'est tout ce qui va accompagner le produit en termes d'information. Là, par exemple, on le voit de plus en plus avec une dimension RSE, c'est-à-dire que de l'information RSE sur l'empreinte carbone, sur la façon dont se fait les produits, etc. Donc ça c'est un premier niveau de la fiche produit. Ce qui est intéressant quand on associe du contenu au produit, c'est qu'on va quand même, on va se glisser sur le registre de l'expérience. Alors, il y a un premier niveau assez simple qui va être celui de rendre plus facile l'utilisation d'un produit. Le choix d'un produit. On va dire que c'est même niveau mode, ça peut être un super mode d'emploi, tout simplement, pour faire simple. Et souvent sur des produits banalisés, ça peut faire la différence. Dans l'électroménager, par exemple, ils ont très bien compris, parce que ça fait des années que cette association de contenu au produit existe. Je pense on a tous eu une grand-mère ou une maman, en fonction de l'âge qu'on a, qui a le bouquin de recettes Cocotte Minute Seb, toutes les recettes à la Cocotte Minute, hein. C'est quelque chose qui a émergé dans les années 50, ça n'existait pas avant, donc il y avait besoin de faciliter l'usage, et c'est à travers le contenu qu'on y est arrivé. Chez Thermomix, pour rester dans l'univers d'électroménager, Thermomix, c'était les premiers aussi à associer du contenu recette avec leur robot, et je crois qu'il y a d'ailleurs aujourd'hui aussi des logiques de podcast autour de ça pour faciliter l'usage. Et on est dans une logique de prise en main. Donc ça c'est assez fréquent sur les produits. Ici on facilite. Donc c'est ça, on a le produit existe et on facilite simplement l'usage. Est-ce qu'on peut aller encore un cran plus loin? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer augmenter le produit? Ouais, c'est ça, c'est l'idée, c'est d'enrichir en termes en matière d'expérience. Alors les marques de luxe le font beaucoup. Parce que il y a aussi on va dire le contenu permet aussi de cultiver l'imaginaire. Donc quand on est sur le luxe, sur du tourisme, c'est assez fréquent. Louis Vuitton a créé des travel books hyper quali qui sont créés avec des artistes à qui ils donnent carte blanche sur une destination. Ces travel books sont offerts aux consommateurs, enfin aux clients qui achètent du Louis Vuitton. Alors après, il n'y a pas forcément besoin d'être sur du haut de gamme, aussi pour enrichir cette expérience. Un cas qu'on connaît bien parce qu'on a travaillé dessus chez The Lynx, c'est San Marco, avec qui on a créé un podcast qui permet de sublimer l'expérience de dégustation, c'est-à-dire soit sur leur site, soit en scannant directement le packaging, on a pour certains cafés des podcasts derrière qui vont expliquer comment le café du petit déjeuner, qui est le meilleur café qu'il faut pour en profiter, et si j'utilise une cafetière italienne, qu'est-ce que c'est l'expérience. En fait, l'idée c'est qu'on va faire du café un moment, donc on enrichit l'expérience, on passe du café. Le café c'est plus un produit, c'est un moment, et donc là aussi ça permet aussi de donner un peu plus de corps à ça. Et puis on peut citer aussi Nike qui a un programme Nike Plus, dans lequel quand on achète une basket, on achète aussi l'application, enfin
il y a l'application qui permet de suivre ses performances en running. Et puis il y a aussi des contenus, notamment je crois que c'est des contenus vidéo qui donnent des cours de yoga. Donc c'est dans le package pour éviter les courbatures, pour réussir les bons étirements après avoir couru. Donc on voit bien que on part d'une chaussure et puis derrière on va enrichir l'expérience avec du contenu. Ouais, c'est ça. On verra d'un achat de chaussures, on se retrouve avec beaucoup d'expérience. Finalement, il y a ce passage-là aussi du produit à l'expérience qui est quelque chose qu'on constate depuis un moment, mais qui prend sa forme pour beaucoup avec du contenu. Est-ce que tu vois des marques qui sont allées encore plus loin pour se rapprocher, donc toujours pour que le contenu puisse enrichir la proposition de valeur? Alors c'est pas le Graal, parce que c'est pas obligatoire, mais on arrive aussi à un niveau où le contenu dans cette logique d'offre devient un produit qu'on va pouvoir vendre. Il y a le contenu contre lequel on échange de la donnée, des livres blancs, des choses comme ça. Mais là je mettrais pas ça dans cette catégorie-là. Là, je parle vraiment du contenu payant. Tout simplement. L'exemple un petit peu tarte à la crème, mais ça marche toujours parce que l'histoire est passionnante, c'est celle du guide Michelin. Au début, le guide Michelin, c'est du contenu plutôt logique, un peu d'expérience, qui était, voilà, je vais dire aux gens où sont les bons restaurants, ils vont prendre leur voiture, ils vont user des pneus, donc je vais leur vendre des pneus, qui a fini par devenir à part entière, avec une entreprise à part entière dans l'univers, et les gens se posent plus aujourd'hui de dire d'avoir un guide Michelin gratuit. Et c'est devenu autre chose, qui est d'ailleurs complètement déconnecté de l'univers de l'automobile. Donc ça marchait pas si bien d'ailleurs jusqu'à ce qu'ils le mettent payant. Il semblerait que le truc a pas rencontré vraiment le succès. Il a fallu qu'ils le mettent payant pour que ça marche. J'avais lu ça, je trouvais ça incroyable. Quoi, ça peut aussi être un moyen, le fait de prendre du contenu déjà existant et de le faire changer un petit peu de valeur, en tout cas, voilà, de le mettre d'autant plus en avant et de le considérer vraiment comme la prolongation d'un service ou d'un produit. Le travel book qu'on évoquait tout à l'heure sur Vuitton, donc tu peux l'avoir gratuitement quand t'es client. Mais tout le monde n'a pas forcément les moyens d'être client Vuitton. Et ces travel books, tu peux les acheter. Alors, je crois que ça coûte 45-50 €. Bon, c'est des beaux livres, déjà, sur Amazon. Donc, alors, je pense pas que Vuitton ait besoin de ça pour faire son chiffre d'affaires. Mais néanmoins, il y a cette logique de, je donne une valeur, mon contenu finalement a de la valeur. Et une valeur identifiable, évaluable en espèces sonnantes trébuchantes. Tout le monde peut quand même avoir un petit bout Louis Vuitton chez soi à travers le livre. Et par exemple Airbnb qui fait un magazine qui est à destination de ses clients. Ce magazine peut être acheté aussi par abonnement pour les gens qui sont pas clients. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive à des niveaux de qualité de contenu qui font que ça peut rentrer dans un business model. Et il n'y a pas forcément besoin d'être dans l'univers du tourisme ou du luxe. Si on prend Cultura, qui est une ancienne culturelle plutôt populaire, parce que un des enjeux de Cultura, c'est de rendre la culture accessible au plus grand nombre. On a des ateliers, des ateliers pratiques qui permettent de découvrir certaines pratiques culturelles ou de loisirs créatifs. Et puis, il y a sur certains de ces ateliers, ils sont payants en forme de programme de formation pour les gens qui veulent aller plus loin. Donc, ça rentre aussi dans une logique de contenu qui devient payant, il y a des niveaux de contenu et ça peut devenir payant. C'est pas un objectif en soi, mais ça donne bien la réalité de la valeur du contenu aussi pour certaines marques et pour les gens qui vont le recevoir. Ouais. On peut aller jusque là, en tout cas sans forcément être une marque de luxe de renommée internationale. On peut espérer jusqu'à vraiment trouver un modèle économique complémentaire, en tout cas vraiment avoir un modèle de rémunération associé au contenu. Peu importe la marque. Voilà. C'est pas l'objectif final, mais en tout cas on peut aller jusque là. On a vu donc pas mal de moyens et puis d'objectifs. Voilà, c'est vrai que le monde du contenu s'élargit au fur et à mesure que de nouveaux formats naissent. Et puis tu l'as dit aussi, on met beaucoup de choses qui existaient déjà derrière la notion de contenu. Est-ce qu'à l'inverse, voilà, il y a des remarques, est-ce qu'il y a des points d'attention que tu voudrais nous partager pour voilà que le contenu puisse servir la proposition de valeur, ou est-ce qu'il faut pas se prendre les pieds dans le tapis? D'une manière générale, aujourd'hui, le contenu, tout le monde, c'est vrai que c'est pas un buzzword, mais tout le monde a pris conscience de la nécessité de communiquer autrement et de proposer du contenu à ses clients. Il y a quand même un enjeu de qualité qui est important. En tout cas,
de qualité, parfois de quantité sur une logique de réseaux sociaux. Il faut avoir une certaine régularité, mais il faut jamais oublier quand même malgré tout que, ça sert à rien d'occuper de l'espace parce que en plus là on va se retrouver dans une logique d'infobésité. C'est des termes à la mode, mais c'est réel. Si c'est pour ajouter du contenu qui sera pas lu, c'est pas intéressant. Donc cette logique de qualité, elle est encore plus importante quand on veut faire de ce contenu une composante de sa proposition de valeur. Parce qu'une proposition de valeur, c'est quoi? C'est la promesse qu'une marque fait à ses clients ou à ses prospects sur sa capacité à répondre à ses besoins. Donc jusqu'à présent, c'était à travers des produits, à travers des services. Donc ça peut être aussi à travers du contenu. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait une vraie valeur d'usage, et donc il faut que ces contenus soient travaillés un peu comme on développe des services, comme on développe des produits, c'est-à-dire qu'avec une logique un peu de recherche et développement, une logique d'investissement. Donc il y a un niveau de qualité, en tout cas une exigence de singularité aussi qui est importante, qu'il faut pas oublier encore plus quand ça devient une composante de l'offre. Pour aller jusque-là, il faut quand même. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à privilégier la quantité parce qu'il y a un enjeu d'existence sur des réseaux sociaux, mais garder la qualité et puis peut-être aussi construire sur le long terme. J'imagine qu'il y a un enjeu d'avoir du contenu qui soit réutilisable dans le temps. Mais écoute, merci beaucoup Sébastien. On y voit d'autant plus clair sur comment enrichir sa proposition de valeur grâce au contenu. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver l'intégralité des échanges UV réalisés ici sur notre site thelinks.fr. À bientôt.